Suite à des soucis de micro au début du live, nous avons dû refaire les présentations une seconde fois. Est-ce que tu comprends pourquoi on n'a que 10 spectateurs On peut pas être Alors, bon partout. attends, on peut pas être bon partout, tu vois. On peut pas être très très bon Voilà. consultant informatique. Je vous retranscris ce qu'ils sont en train de dire, le temps que je règle le problème. En tout cas, j'ai hâte de voir le live. Avec la musique et moi en train de... Fais gaffe, il y a de l'écho quelque part. Alors, attends, bouge Ouais, il y a pas. de l'écho. Alors, j'arrive, hein. Le chat, j'arrive. Je suis en train de régler ça. Et le truc, c'est qu'il y a que Lambert qui marche pas. Non, c'est vous tous, en fait. Ah non, c'est réglé. Moi, je dis c'est réglé. Là, on est bon. Quoi ? C'est réglé ? C'est bon ? Ça y est, on est bon. C'est réglé. Vous m'entendez ? Attends, Tous. on va voir. Le chat est Ça pas m'a très l'air. réactif, hein. Moi, je soupçonne que ce soit un audio complot contre le RGPD, encore une fois. Moi, contre toi, surtout, je pense. Voilà. C'est ça. Ok, bon, Mais bah je sais, c'est reparti. RGPD. Tu peux recommencer, du coup, Lambert, on ne t'entendait pas. Avec beaucoup de spontanéité, je relance mon introduction. Bienvenue à tous pour parler du règlement général sur la protection des données qui encadre les données personnelles. Donc, on va parler déjà de que sont les données personnelles. Est-ce qu'on fête les 3 ans ou est-ce qu'on fête les 5 ans ? Ça, c'est la polémique du soir introduite par Monsieur Jules Cusset. Et pour parler de ce sujet épineux, on a la chance, cette fois-ci, on m'entend, de recevoir une DPO extérieure à Formind, première invitée de l'histoire de la chaîne, et on retiendra ça dans les livres d'histoire, Madame Amandine Zanetti, que je vais laisser se présenter. Pour quelle entreprise travailles-tu ? En tout cas, dans quel domaine des données personnelles tu travailles ? Alors moi, je travaille chez Sonergia depuis le 1er mars 2021, donc c'est assez récent. Donc Sonergia, c'est une entreprise de valorisation de C2E. Toi, grâce à toi, nous offrons des rénovations énergétiques à 0 €. Mais aussi pour zéro rénovation, quoi. Hein. C'est Voilà, c'est ça. 0 €, 0 prestation, hein, clairement. Et c'est Lambert qui fait les travaux. Exactement. Ah bah on va signer tout de suite. Alors. Ah, mais c'est pour ça, en fait, que Ah, c'est à je 0 €. Des D'accord, conseils. ok. Ouais, c'est ça. On comprend mieux. Non, bah déjà, le premier sujet, je pense que Lambert l'a bien lancé. On fête les 3 ans ou les 5 ans du RGPD alors ? Parce que la petite truc, c'est que le RGPD, comme l'a dit Lambert, a été écrit en 2016, et en tout cas est paru en 2016 au journal officiel de l'Union Européenne, si je dis pas de bêtises. Et par contre, il n'était applicable qu'en 2018. Donc voilà, c'est pour ça, David expert, quel est son âge ? Qu'est-ce qu'on fête comme anniversaire ? Alors, moi, je sais que dans des grosses entreprises, notamment Total, par exemple, le sujet avait été pris bien en amont, donc dès 2016. Après, je t'avoue que moi, j'ai pas assez d'expérience pour répondre à ta question, puisque moi, je suis arrivée à m'intéresser au RGPD finalement en 2017 et j'ai été diplômée en 2018. Donc finalement, moi, je suis un peu arrivée au moment où tout le monde en parlait. Donc après, ce qui avait été fait ou pas avant, j'ai pas forcément eu les échos de ce qui avait été décidé en 2016 pour ma part. Sachant que si tu veux être encore plus polémique, Jules, il y a le RGPD en 2016, mais il y a une loi française depuis 1978. Oui, la loi informatique et liberté, oui. Voilà. Informatique et liberté, c'est à peu près 95%, et encore, je pense que je suis gentil, de ce qui est contenu dans le texte européen. Ça ne donnait pas plus envie aux entreprises de se mettre en conformité, à part cette petite mention qu'on a tous sur les formulaires, ou donc que ce soit sur Internet ou sur le papier, où on avait la loi informatique et liberté. Vous pouvez éventuellement contacter un correspondant informatique et liberté, qui est l'ancêtre du DPO, le SIL. Exact. Nettement moins vendeur. Tu vois, déjà, on va introduire un peu les notions. Le SIL, correspondant informatique et liberté, ça claquait moins que DPO, ou la DPO, Data Protection Officer. Grâce au RGPD, il y a une vraie fonction, et Amandine pourra nous parler de cette fonction. Mais effectivement, je pense qu'on va prendre le point de départ 2018, parce que, à part, tu citais Total, moi, je ne connais pas énormément d'entreprises qui aient engagé beaucoup de moyens dès 2016. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Il y a beaucoup d'autres risques que les données personnelles. Et si tu n'as pas le budget pour les données personnelles, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, il valait peut-être mieux être honnête et dire j'attends d'avoir une ligne budgétaire pour lancer un vrai chantier, que de faire semblant de lancer quelque chose et de faire de la jouer petit bras.
Moi, déjà, je voulais revenir sur un premier point que tu as soulevé, Amandine. C'était finalement comment t'en es venu à t'intéresser au RGPD, comment t'en es venu finalement à te reconvertir aussi dans ce domaine, et puis finalement nous présenter un peu le règlement et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, en fait, tout simplement. T'as Parce dit que comme la le... RGPD, hein. Non, j'ai dit le RGPD. Attention, hein. T'as failli Comment- dire là, t'as Ouais, failli dire là. j'ai t'as failli failli, dire là. comme je dis tu Florent t'es et rattrapé. Florian, mais je me suis rattrapé, s'il vous plaît. C'est bien. Voilà, en gros, moi, c'était ma première question. En plus, tu nous l'as évoqué dans ta réponse précédente en disant que tu t'étais réorienté en 2017, donc après, finalement, sa publication et tout. Voilà, un peu qu'est-ce qui t'a conduit à aller là-dedans et nous présenter un peu, finalement, ce règlement qui est très important. Ouais. Bah écoute, moi à la base, donc j'ai fait mes études de droit à Aix-en-Provence, Marseille. Moi j'étais partie pour finir huissier de justice. Tout simplement, je me suis reconvertie au bout de 5 ou 6 ans de travail au sein d'une étude d'huissier. Et du coup, il a fallu que je trouve une idée de reconversion professionnelle, mais pas par dépit ou quoi que ce soit, donc vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je suis arrivée à Paris fin 2015. Et donc j'ai un petit peu réseauté, j'ai parlé à différents profils, différents acteurs. Et en discutant avec un ingénieur en informatique, c'est lui qui m'a parlé pour la première fois du RGPD. Moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai eu du mal même à retenir le sigle en mettant les lettres à l'endroit. Mais le thème, en tout cas, m'a un petit peu interpellée. Donc, je me suis intéressée au sujet. Je me suis un petit peu renseignée. J'ai vu qu'il y avait des formations, d'une formation continue qui existait déjà. Et du coup, après m'être renseignée, etc., je me suis lancée. J'ai postulé dans une école pour suivre une formation d'1 an parce que le but c'était important pour moi d'avoir une vraie formation, de pas forcément apprendre soit sur le tas ou de se contenter d'une formation de quelques jours. Donc voilà, donc j'ai été prise à cette formation. Et donc j'ai pu commencer mon stage parce qu'il y avait un stage obligatoire. Et donc j'ai eu la chance d'être recrutée à la SNCF. Donc c'était quand même un stage super intéressant pour une première expérience parce que là on arrive quand même dans une entreprise assez énorme, surtout quand on sort d'une étude d'huissier où on a 20 salariés maximum, tu vois. Oui, bien sûr. Ça devient vite tentaculaire d'un coup. Voilà. Là on se retrouve à la SNCF avec un organigramme que tu mets à peu près 6 mois à comprendre. Donc non, c'était avec des traitements très intéressants, etc. Donc un DPO hyper présent qui était vraiment au top en tant que maître de stage. Donc t'apprends très très vite, t'es vite lancé dans le grand bain. Et en fait, voilà, ça m'a permis de vraiment voir ce qu'était le métier, de voir si j'avais fait une erreur ou pas aussi, hein, parce que c'est là que tu vois généralement si ça te plaît ou pas. Donc voilà, ça m'a plu, j'ai continué et voilà quoi. Donc après j'ai entamé une carrière dans le consulting comme vous. Moi, à la base, j'ai choisi le consulting parce que comme justement, je voulais acquérir un maximum d'expérience en un minimum de temps. Du coup, je pense que c'était la meilleure école possible parce qu'on voyait beaucoup de dossiers, de problématiques et d'acteurs différents dans différents domaines. Et une fois que je me suis fait ma petite expérience, j'ai postulé à un poste de DPO et je suis revenue à Marseille. Voilà, pour la faire courte. Ok, et du coup... Avec le soleil. Ouais, le soleil, ça change. Ça, mais peut-être pas la bonne connexion Internet, par contre. Ouais, c'est ça. Je me dis que ouais. Ouais, je sais pas. Mais comment c'est pas C'est parce qu'il y a du vent. Ah. Exactement. Le fameux Mistral. Le fameux Mistral sur la plage du Prado, quoi. C'est la règle des 3 en fait, jours. Ce qu'on sait pas, Lambert, Jules, c'est que Amandine, là, elle a un fond d'une fenêtre, mais c'est un fond Team, c'est qu'elle a les pieds dans le sable, je suis sûr. Exactement. Honnêtement, si elle peut le faire, je pourrais pas lui en vouloir. Non, mais du coup, ma deuxième question qui va avec ça, c'est finalement qu'est-ce qui t'a intéressé dans le RGPD et est-ce que vous pouvez finalement nous le présenter aussi, puisque c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous le présenter dans les grandes lignes, un peu ce qu'il dit, pourquoi il a été fait, comment on en est venu à ces discussions-là, si vous savez, en tout cas si Lambert tu sais, peut-être plus tôt. Voilà, moi c'est un peu ces questions-là que j'aurais eu à vous poser aussi ou que j'aimerais bien vous poser. Comme c'était une reconversion pour ma part,
Le but, c'était pas de trouver un boulot qui allait tomber en désuétude dans 2 ans, si tu veux. Ouais, évidemment. Donc, tout ce qui était juridique me plaisait. Donc, j'avais pas forcément envie de faire une reconversion totale en élevant des chèvres dans le Larzac. Donc, j'avais Jules, envie de garder ce pan d'activité quand même. Voilà. Alors, par contre, s'il te plaît, on a un gros fan club Twitch dans le Larzac. Donc, si C'est ça. Qu'est-ce Et que on vous a avez Jules fait qui a un cette projet de reconversion reconversion de chef dans le Larzac, Ouais. donc faut pas trop lui. Ben voilà. Ah mais moi j'aurais adoré, mais sauf que voilà, j'ai eu la chance de tomber sur le RGPD, ça m'a un petit peu coupé dans mon élan, mais sinon c'était ça qui m'attendait. Mais non, et voilà, et tout l'aspect aussi sécurité informatique qui était complètement étranger, qui m'était complètement étranger aussi, je trouvais ça quand même intéressant. Et ce mélange de droit des nouvelles technologies et du juridique à proprement parler, c'était quand même assez intéressant. Donc c'est ça en fait qui m'a attiré en premier, on va dire. Après Lambert, je sais pas, mais Moi, c'est un peu différent. Moi, je fais partie des gens. tu vas nous faire croire que c'était par l'éthique. Exactement. Alors, si, moi, je Voilà. fais partie des gens qui, depuis très longtemps, et on en reparlera un peu plus tard, envoyaient des demandes. Alors, ce n'était pas des adresses DPO encore, mais des adresses aux adresses contact ou autres, services clients, pour supprimer mes comptes. Je ne sais pas pourquoi, j'avais pris conscience que je m'inscrivais dans plein de trucs, et notamment après le collège où tu as créé à peu près 35 Skyblogs. Je sais pas si ceux qui ont... Oh putain, Ah, je vais avoir 35 à chercher Skyblogs, des- c'est quand même beaucoup. Hein. J'aurais Alors, peut-être attendez, créé 2 non, ou 3, mais. Non, je fais pas partie de ça. Lambert, Voilà. je peux Alors, pas Bah, te petit moi, je PS, attends 30 secondes. S'il y a un spécialiste de l'osine sur Twitch, s'il vous plaît, allez chercher les skyblogs de Lambert. Merci. Alors, sache que comme du coup j'ai bien fait le travail, normalement il n'y en a plus trop qui traînent. J'avais pris des pseudos, bien entendu. C'était l'époque MSN où. Ouais, enfin où on bon, aimait bien tu les sais, pseudos. Lambert avec un 3 et un 4 à la place du A et du E, on va les trouver. Hein. Exactement, c'est que ça. On peut peut-être, ouais, tes petits jeux. Voilà, le premier qui trouve mon Skyblog encore restant, je l'ai caché dans le Darknet, peut gagner une rénovation à 0 €, comme on l'a dit au début. Et C'est 1 euro. oui, c'est vrai que c'est 1 € la pub. La pub. Non, je disais, et j'ai pris conscience que quand même, je commençais à avoir mes données, des photos ou autres sur pas mal de sites. Et j'étais plutôt orienté droit fiscal. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu envie de faire quelque chose d'autre que le droit fiscal. Pourquoi j'ai envie de rire quand tu dis ça? Ouais, on a tous envie de rire, mais bon, on va Voilà. Là, j'aimais beaucoup Non, le mais droit on fiscal, a qui est très une ancienne huissière, un ancien droit fiscal, on est cerné de partout sur Ouais. les contrôles. Hein. C'est clair, surtout que le droit fiscal, excusez-moi, mais fou. Ah, mais c'était hyper éthique. Et puis, non, après, je me suis dit, peut-être un truc presque aussi éthique, les données personnelles. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis arrivé, je suis un petit peu plus jeune, un tout petit peu plus jeune qu'Amandine. Donc, je suis arrivé en sortie d'études et c'est vrai qu'on en parlait beaucoup. Alors, on parlait beaucoup de l'ARGPD, notamment. Donc, c'est pour ça qu'on a titillé un peu Jules, c'est plutôt le RGPD. Et en fait, C'est ça pas plutôt, c'est bien le tombé. règlement, donc c'est tout, c'est comme ça. Exactement. Et c'est bien tombé et je me suis rendu compte que mine de rien, on en parlait beaucoup. Mais après, quand tu regardais dans les faits, finalement, oui, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On se disait, oui, il y a ton nom, il y a ton prénom sur tel site. Mais ça s'arrêtait là et peu de gens arrivaient à dire, sur mon profil Facebook, ça c'est une donnée perso, ça c'est pas une donnée perso. Est-ce que c'est une donnée privée? Est-ce que c'est une donnée publique? Et en fait, en s'intéressant à tous les termes, je me dis, tiens, il y a un truc à faire parce que le sujet est porteur, mais finalement, personne ne connaît trop les définitions. Quand il est arrivé le 25 mai 2018, tu as eu quand même et nous on l'a vu parce qu'on travaillait dans la même société de consulting, plutôt pour des TPE-PME, tu as eu à partir du 25 mai une avalanche de demandes avec des entreprises qui avaient compris qu'on pouvait externaliser la fonction et dire, plutôt qu'avoir un spécialiste de la protection des données, c'est le DPO, que je vais devoir payer 12 mois, voire 13 mois. Je vais peut-être prendre quelqu'un un jour par mois, un jour par semaine. Et donc, on a afflué sous les demandes et c'est vrai que c'est parti comme ça. Mais on a un peu plongé dans l'inconnu parce que, mine de rien, on nous vendait, vous allez trouver des postes hyper facilement. Ça s'est mis en place progressivement et comme le disait Amandine, on ne savait pas trop, est-ce qu'il vaut mieux prendre un juriste, un informaticien, un qualiticien, on en avait pas mal, parce que ça reste quand même l'ISO 9001 par exemple, ça reste assez proche. Donc on a un peu bossé notre sujet et puis là on s'est retrouvés tous les deux
d'autres expériences après 2 ans et demi dans cette entreprise de consulting. Et là, on voit que les fonctions s'affinent et que c'est quand même plus intéressant parce que les sujets vont vers le top management, là où c'était pas forcément le cas, parce que la donnée personnelle, je dirais pas qu'on s'en fichait, mais bon, on se disait oui, et alors, il y a mon nom, mon prénom, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, J'ai rien à cacher. Alors, le j'ai rien à cacher, Ça, j'adore. voilà. Il est facile celui-là. Le j'ai rien à cacher, c'est une bonne. J'ai rien à cacher jusqu'au moment où. Jusqu'au moment où on te grille. Ouais, c'est ça, c'est comme C'est un ça. peu Où, ça. en fait, ça j'aurais quand même bien aimé le cacher, quoi. Comment vous le présenteriez en quelques lignes, et pour vous, qu'est-ce qu'il a apporté surtout, et qu'est-ce qu'il est censé apporter aux gens finalement? En fait, comme le disait Lambert, en fait, si tu veux, ça n'a pas non plus le RGPD, c'était pas une révolution, puisque avant même le RGPD, en France, on avait quand même la loi informatique et liberté qui date de 1978. Et finalement, le RGPD, c'était une évolution de cette loi dans sa continuité et dans son perfectionnement, on va dire. Mais a priori, si les acteurs avaient joué le jeu, ça n'aurait jamais dû être une révolution comme on a pu le voir avec des fichiers, des bases de données qui finalement se révèlent être peu qualitatives ou complètement sans aucun intérêt parce qu'on n'avait pas forcément collecté les consentements, etc., avec une base qui était complètement soit obsolète, soit non conforme. Mais en fait, le RGPD, au final, on s'est vraiment intéressé donc, à la protection des données. Il y a eu beaucoup de communication sur ce règlement. Et en fait, c'est à partir de ce règlement qu'on s'est aperçu que les entreprises avaient énormément de données personnelles dans leur base, mais on ne savait pas forcément pour quelle finalité, pour quelle durée, pour combien de temps est-ce attention, les données. Carton rouge, tu as employé le terme de finalité, tu as employé un terme juridique, ça va pas du tout. On parlera plutôt d'objectif, Amandine. Oui, dans quel but est-ce que voilà, vous exactement. collecter les données, pour combien de temps, à qui est-ce que les données pouvaient être transmises. Voilà, tous les droits aussi qui étaient ouverts aux personnes. Est-ce qu'on avait un droit d'accès, un droit d'opposition, un droit de retrait, un droit de portabilité? Donc ça, c'est un nouveau droit encore. Donc à l'époque, ça n'existait pas forcément encore. Mais voilà, on s'est aperçu quand même, et je pense que les gens ont pris conscience aussi de toutes les données qui pouvaient contenir aussi Facebook, Google, parce qu'il y a eu pas mal de scandales aussi à cette époque-là. Donc, et je pense que la CNIL l'avait prévu de faire tomber des sanctions aussi à ce moment-là. Donc voilà, donc le but du RGPD, c'est vraiment en gros de faire un gros rappel sur la législation, la protection des données. En gros, vous avez le droit de collecter des données, mais pour une finalité déterminée, sur une base légale, et pas à n'importe quel prix, ni pour ad vitam aeternam, mais vous devez les conserver uniquement le temps requis, etc., quoi. Donc c'était vraiment des questions à se poser qui ne se posaient pas encore jusqu'à présent, alors que c'était vraiment pas nouveau. Mais ce qui a changé aussi, c'était l'amende. Et c'est ça qui a fait bouger un peu les choses, hein, parce qu'avant, clairement, ça impressionnait personne. Et là, on est passé à maximum 4% du chiffre d'affaires mondial. C'était quoi les sanctions Pardon, c'était quoi les sanctions sur la loi informatique et liberté? J'avoue, je les connaissais même pas du coup. Là pour le, j'ai complètement dit. 300 000, il me semble. Ah oui, c'est ça. Oui. C'était maximum 300 000 €, donc autant te dire Google que. a écrit 300 000 € d'ailleurs. Bon, voilà, pour Google, c'était pas grand-chose, quoi. On a des questions dans le chat. Finalement, c'est quoi une donnée personnelle? Et est-ce que le nom de mon chien est une donnée personnelle? Est-ce que quoi? Le nom de mon chien. Bah, je laisse. Bon, j'ai pas de chien, mais le nom du chien de notre viewer Maxno75, quoi. Alors, qu'en penses-tu? Comment vous définiriez données personnelles, ouais. Alors, c'est la donnée personnelle, on peut la découper en 3. Tu as la directement identifiante, l'indirectement identifiante et celle qui intervient après recoupement. En gros, c'est de se dire, parce qu'on pense souvent qu'à la directement identifiante, la donnée personnelle, c'est pas que Lambert Murard, Jules Cusset, Amandine Zanetti, je peux faire tout le participant Twitch. Ça, c'est directement, c'est je lis la donnée, je sais qui c'est. Donc, c'est souvent plutôt nom, prénom, adresse électronique, parce que tu vas avoir le nom, prénom. Mais on va dire que les données directement identifiantes, c'est pas celles qui sont les plus nombreuses. Ce qui nous intéresse à côté, c'est plutôt l'indirectement identifiant et le recoupement. Dans l'indirectement identifiant, tu vas avoir tout ce qui est numéro de téléphone, par exemple.
Et là, tu dis, oui, mais ça sert à quoi mon numéro de téléphone? C'est bon, on s'en fiche. Bah non, savoir qui a appelé qui, après, en plus, si tu ajoutes le quelle heure, bah, tu peux deviner des choses. Et tu as le dernier niveau où là, ça se rapproche de l'indirectement, mais c'est le recoupement. C'est arriver à déterminer que cette personne a fait cette action en croisant un commentaire, un pseudo, pris par-ci. Tu peux avoir un numéro de téléphone, justement on en parlait, tu peux avoir des habitudes de consommation. Donc sur la question du chien, il n'y a pas de données personnelles d'animaux. Par contre, le fait qu'une personne ait cet animal, ça fait partie de ses habitudes de vie et on sait qu'il a un animal qui s'appelle, je sais pas, on peut l'appeler Kiki par exemple. Allez Kiki, c'est parti. Oh, quelle originalité, merci Lambert. Oui, voilà, le petit Kiki. Voilà. Et j'ai posé une question dans le chat, qui a un chien qui s'appelle Kiki. Ça peut être une donnée intéressante pour différentes entreprises, que ce soit par exemple une assurance qui propose d'assurer une mutuelle pour les animaux ou un vendeur de croquettes. Voilà, donc c'est pas une donnée personnelle, mais ça peut être intéressant de savoir que vous avez un chien. Même une décision où les adresses IP dynamiques sont aussi sont considérées. Donc, en gros, les données personnelles, nous, c'est comme ça, parce que nous avons été formateurs aussi avec Amandine, nous avons parlé de notre poste de consultant, mais nous avons été formateurs. Les données personnelles, c'est beaucoup de choses, voire la quasi-totalité de ce qu'on a sur Internet. Alors, bien sûr, il y a le confidentiel entreprise, donc ça, il ne faut pas le confondre. Il y a des données qui ne sont pas personnelles, mais quand on regarde ce qu'on a sur nos réseaux sociaux, ce qu'on a dans les dossiers salariés, parce qu'on a beaucoup parlé de Facebook et Google, mais la donnée personnelle, votre dossier de salarié, il y en a plein des données personnelles aussi. Donc, la donnée personnelle, elle est à peu près partout, sous toutes les formes, et elle est autant papier qu'informatique, parce que ça, Amandine en a parlé, ce qui a beaucoup joué dans l'histoire de la protection des données, c'est qu'en 78, il y avait un peu d'informatique, mais c'était quand même relativement anecdotique. Et au fur et à mesure que le monde s'est informatisé, s'est digitalisé, attention, avec les anglophones. J'ai les poils qui s'érissent, mais je le montre pas. T'as pas le droit de faire ça, Lambert, tu vas être remplacé par Amandine, je pense, à la fin, on va te bannir. Et à force de voir cette multiplication de la numérisation des données, on s'est dit, oui, d'accord, je comprends mieux parce que je la vois, je sais que mon réseau il est accessible à tout le monde, le profil Facebook, le profil LinkedIn, et c'est en voyant que tout était de plus en plus accessible, que je pouvais chercher plus facilement, donc que c'était plus accessible, qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une nécessité de réguler? Et ce règlement, pour y revenir, il a mis énormément de temps à être adopté. Il y a eu beaucoup de lobbying, et on s'en doute, parce que c'est quand même, et on le voit là avec les affaires sur les cookies, économiquement, oui, ça traite de la donnée personnelle, mais c'est aussi censé être une défense de toutes les entreprises européennes par rapport à d'autres, pour dire, nous en Europe, on protège les données, ça fait partie d'un avantage pour le consommateur. L'autorité italienne, par exemple, il me semble, qui contrôle les données, c'est aussi celle qui s'occupe de la consommation. La donnée personnelle, c'est autant un enjeu de vie privée, j'ai des choses à cacher, qu'aussi un enjeu au niveau économique où on veut réutiliser les données, on parle d'open data, on parle de plein de choses, il y a besoin d'encadrer cette utilisation commerciale de la donnée. Donc c'est pour ça que l'Union européenne, qui est quand même là pour réguler avant tout le marché, c'était logique qu'elle intervienne sur ce domaine. Le but, c'est pas de dire vous n'avez pas le droit de traiter la donnée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en disant le RGPD, on peut plus rien faire. Ça, on l'a eu en formation, on ne peut plus rien faire. Alors qu'en fait, mais même encore là. Hein. Oui, toi tu dois l'avoir. Là, je suis en train de faire la revue de conformité de l'entreprise où je travaille, la Sonergia. Et quand je fais les entretiens, quand je demande quelles données est-ce qu'ils traitent, est-ce qu'ils collectent et tout, on a l'impression que je leur demande de passer aux aveux, quoi. Je dis non, mais vous avez le droit, j'ai juste besoin de savoir comment est-ce que vous collectez les données, mais c'est pas parce que vous les collectez que vous n'avez pas le droit. Tout ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un DPO maintenant. Donc oui, c'est assez rigolo. Le seul domaine, je dirais, et je conclurai, je passerai la parole à mes camarades, c'est vrai que c'est le domaine de la publicité où clairement, et là, et que maintenant en 2021, parce qu'on a dit 2016, 2018, en 2021, on voit que le modèle de la publicité est quand même beaucoup à perdre. Et nous, on consulte beaucoup de contenu et on en a déjà parlé sur les cookies. Et c'est vrai que ce modèle de la publicité, si on doit vous demander votre autorisation pour vous traquer, vous proposer la publicité la plus pertinente,
on va perdre un peu du monde. Formulé Moi, comme ça, c'est sûr que ça donne pas envie. Ah bah, on est d'accord. Et j'ai une petite anecdote sur un client pour lequel j'étais intervenu, qui avait voulu jouer le jeu et dire, bah, en 2018, toute mon ancienne base client et prospect que j'avais récupéré un peu à droite à gauche, je vais la qualifier et essayer de la rendre licite. Ils ont envoyé un mail à tout le monde, enfin à toute leur base, pour dire, est-ce que vous voulez rester sur notre base? Et si jamais les gens ne cliquaient pas, ils supprimaient la donnée. Bah, ils ont perdu beaucoup de monde. Donc, Mais il y en a plein qui ont fait cette erreur ici aussi, ils l'ont fait. alors que nous, on aurait pu trouver, et dans le RGPD, il y a des mécanismes qui permettent de s'assurer d'avoir une base de données qualifiée. C'est ce que j'allais dire finalement. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux mécanismes que prévoit le RGPD, que ce soit pour les entreprises, finalement, ce qu'elles ont à faire ou ce qu'elles ont eu à faire, et finalement, pour les citoyens, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent exercer les droits qui viennent du règlement, parce que je suppose qu'il y a des droits dans ce règlement. Je dirais que la principale chose, et c'est ce qui est la plus difficile, et c'est ce que tu mets dans ton registre des activités de traitement, derrière ce mot barbare, c'est de dire, OK, j'ai plein de données personnelles, donc déjà, il faut que je recense mes données personnelles. Maintenant, je sais ce que c'est, avec nos explications, mais je dois les classer dans des grandes activités et me dire, ah, attends, on va prendre une entreprise, moi je suis entreprise, je vends à des clients, est-ce que je vends à des entreprises? Parce que ça s'adresse qu'à des personnes physiques, le règlement, on l'a pas dit. Donc est-ce que je vends à des personnes morales ou à des personnes physiques? Première chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes physiques chez les personnes morales? Donc est-ce que je traite leurs données? Donc ça, c'est dans mon processus de vente. Dans mon processus de ressources humaines, est-ce que je demande un numéro de carte vitale? Est-ce que je m'occupe de la mutuelle de mes collaborateurs? Est-ce que je fais passer des visites du travail? Après, dans ma gestion de la communication, est-ce que j'ai un site internet? Est-ce que j'ai un formulaire de contact? En fait, le principal mécanisme, et c'était ce qui a été le plus dur, c'était comprendre où sont les données personnelles et arriver à les classer et dire, bon, avant même de lire ce que je dois faire, est-ce que je sais où elles sont? Et est-ce que je peux solliciter mon métier, donc mon responsable marketing, mon responsable financier, tous mes responsables? Est-ce que si je leur pose la question, et là le métier de DPO pour le moment n'était pas encore bien défini, mais les responsables normalement des différents services devaient être conscients, et nous, des données personnelles qui étaient traitées, et nous en tant que DPO, on arrivait en disant, bah, ok, donnez-nous vos données personnelles, dites-nous ce que vous traitez, et on va vous dire comment le faire. Sauf que la plupart du temps, tu arrivais et tu te dis, ah, ça c'est de la donnée personnelle, ah, ça c'est de la donnée personnelle. Donc en fait, on sensibilisait, on avait notre petit pack de slides, et le but c'était de sensibiliser pour dire, oui, ça c'en est, ça c'en est pas, ça c'est sensible, parce que le RGPD met aussi un petit niveau. Est-ce que si je traite le nom-prénom de Jules Cusset, c'est aussi risqué que si je traite sa religion ou ses derniers résultats médicaux? C'est quoi ta religion, Jules? Ouais, c'est à moi, oulala, c'est le jeu m'en fous. Moi, c'est le 51. Doublé d'un peu d'agnostisme. Donc c'est le plus important, moi je le vois encore aujourd'hui en 2021, c'est sensibiliser, faire prendre conscience aux gens qu'il y en a partout et que ça sert à rien d'aller contre et dire j'ai encore eu un message là vendredi dernier d'un grand directeur d'une grande entreprise et il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce qu'est un traitement de données, ce qu'est une donnée personnelle. Alors le RGPD on le sait, mais aujourd'hui c'est plutôt se dire ah ben non, le RGPD ne me concerne pas, c'est trouver une porte de sortie, dire le RGPD ne me concerne pas, alors qu'en fait le RGPD il traite tous les pans de l'entreprise. Donc voilà le plus gros enjeu, arriver à sensibiliser le top management et les collaborateurs. De toute façon, Amandine, c'est sûr qu'on va parler que en bien de Sonervia. Déjà, il te permet d'être là ce soir, donc c'est forcément... Évidemment. Et là, il y a un flingue braqué sur la caméra. C'est arrivé à un huissier, d'ailleurs, je crois, Amandine, d'avoir une zone de commentaires libres sur le dossier de la personne à... Mais, je t'explique, les zones de commentaires libres chez les huissiers, faut pas aller voir. Faut pas aller voir. Faut fermer les yeux, quoi, c'est ça? Sauf qu'un courrier est parti, et au lieu d'imprimer juste la lettre pour relancer la personne, il y a tout le dossier, dont la petite zone de commentaires libres qui est partie en même temps. Ça devait pas faire plaisir. Oh là là. Ça arrive de temps en temps.
Et du coup, en complément de ces obligations pour les entreprises, quels sont les droits que ça a créés pour le citoyen? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, finalement, si je veux voir les données personnelles qui sont sur moi, qu'est-ce que je peux exercer? Qu'est-ce que je dois faire, en fait? C'est Lambert Moi, le pro de l'exercice de droit. Ah, bah alors moi, c'est ma passion depuis mes 10 ans. Tu nous expliques. C'est ça, depuis petit. Ah, ben ça fait pas longtemps, alors. C'est ça. Non, le droit principal. Non, je vais dire qu'il y en a deux principaux. Les deux principaux, c'est le droit d'accès. C'est dire, je veux savoir ce qu'une entreprise a sur moi. Donc, tu vas dans les fameuses conditions générales ou la politique de confidentialité très très longue et tu fais un petit CTRL-F à DPO @ le nom de l'entreprise, ou enfin tu tentes un peu tous les trucs. Et t'envoies juste une petite formule toute simple. Le site de la CNIL d'ailleurs peut t'aider à formuler. Je veux savoir ce que vous avez sur moi, et je peux te garantir que pour l'avoir fait sur des petites et des grosses boîtes, j'ai des très grosses boîtes, dont une chaîne de télévision que je ne citerai pas, pour laquelle j'avais postulé, qui m'a répondu de manière complètement à côté de la plaque, parce qu'ils m'ont envoyé un PDF en nommant les pièces qu'ils avaient sur moi, mais sans m'envoyer les pièces. Donc ils m'ont dit, je crois que j'avais une ligne avec marqué photo.png, sans penser à m'envoyer la photo. Pour eux, la liste des données personnelles suffisait, sans toutes les citer. Donc il y en a qui n'ont pas vraiment envie de s'amuser, et tu le vois d'ailleurs dans les derniers bilans de la CNIL. Il y avait 14 000 plaintes l'année dernière. Alors, attention, toutes les demandes de droit d'accès ne vont pas vers les plaintes, mais ça peut être la suite logique. Cette année, c'est à peu près la même chose. Donc, si tu veux, il n'y a pas un nombre incalculable de gens qui font des demandes, puis qui se plaignent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des demandes et qui sont résolus, et ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui font jamais de demande. La grande question que j'allais poser du coup, avant de revenir sur l'ancien droit, mais est-ce que vous considérez que les gens se sont appropriés, dans le sens où est-ce que c'est toujours les mêmes gens qui font les mêmes demandes parce qu'ils connaissent le règlement finalement, ou est-ce qu'il y a des gens qui se l'approprient de plus en plus, un peu extérieurs à ce domaine-là et tout? Moi, c'est plutôt ça. Comment vous le sentez en fait? Comment tu le perçois, toi, Amandine, dans ton boulot, dans les demandes que tu reçois, dans l'exercice de ce droit-là, par exemple, que disait Lambert? Enfin, je sais pas. Du droit d'accès? Ouais, par exemple. Bah, en fait, le droit d'accès, le problème, c'est que généralement, les gens le font pas pour rien. Généralement, c'est pas des gens qui sont contents de tes services. Donc, potentiellement, tu peux avoir un contentieux qui va derrière, que ce soit au civil, au prud'homme, etc. Donc, c'est vrai que c'est un droit où il faut être particulièrement vigilant. Parce que potentiellement, c'est quelqu'un de mécontent déjà de base qui fait appel à ce genre de droit. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore eu de droit d'accès. Je te dis, je suis arrivée chez Sonergia au 1er mars. Donc pour l'instant, j'ai rédigé la procédure. Okay. Mais elle est prête, parce que j'ai commencé par ça limite, parce que voilà, je voulais que les services sachent ce que c'était que ces droits et à qui est-ce qu'ils pouvaient envoyer ce genre de demande. Du coup, justement, c'est pas aussi simple. Faut faire attention. Beaucoup de gens veulent et pensent pouvoir effacer, sauf que ce qui est venu apporter le RGPD en grosse partie, c'est une sécurisation de ce qu'on appelle des bases juridiques, et de te dire si avant de faire ta demande d'effacement, si tu avais produit ces données auprès d'une entreprise, c'est peut-être que tu avais un contrat d'électricité, par exemple, avec cette entreprise, et que tu peux pas venir en disant supprimer mes données, parce que ces données, elles ont un intérêt pour un contrat, tu as donné ton consentement, pour l'exécution du contrat. Voilà, pour une obligation légale, pour la sauvegarde des intérêts vitaux, une mission d'intérêt public. Donc tu as plein de cadres. Et le RGPD, en termes de com, là où ça n'a pas été bon, c'est que les gens ont associé consentement, suppression, données, et si je le décide, je peux tout faire supprimer. Ouais. Alors je t'invite à faire une demande de suppression aux impôts, tu vas vite voir que c'est pas possible. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez... Donc en fait, là, Lambert, ce que tu viens de nous citer, c'est à peu près toutes les raisons pour lesquelles une entreprise peut collecter tes données, quoi. Voilà, alors juridiquement, et je sais que mon ancien directeur d'entreprise y tenait, on parle de droit d'effacement, on parle de droit de suppression, les termes sont similaires. Le droit d'effacement, effectivement, tu peux l'exercer, mais il n'est pas absolu. Donc, une suppression de compte, moi je l'ai fait de nombreuses fois, et les webmasters et DPO de France et de Navarre me détestent, mais tu le fais à une suppression de compte, oui, tu vas pouvoir la demander, donc ton espace client va être supprimé. Par contre, après, si tu as acheté sur site internet,
ils vont pas supprimer ta facturation, parce que la facturation et le fait qu'ils aient vendu à Lambert Murard, ils ont besoin de le produire en compta, en fiscalité ou pour d'autres obligations civiles, pénales. Contrôle de la fraude, etc. Voilà, contrôle ouais. des fraudes. Donc, c'est là où l'éducation, elle va dans les deux sens. C'est oui, il faut sensibiliser les gens à utiliser ces droits, mais attention, c'est pas non plus open bar où j'arrive chez Sonergia et je demande à ce que tout soit supprimé. Amandine sera là pour vous dire non. Voilà. Par contre, ce qu'on se dit, c'est que le droit d'accès, il n'y a aucune base qui autorise une entreprise à refuser l'accès à tes données. Non. On est Non, Zéro. effectivement, celui-là. N'importe quel cadre. Ok. N'importe Et du quel coup, cadre, tu as un droit d'accès généralement. C'est C'est juste ça. avec le. Tu as une histoire de droit d'accès indirect qui peut. On va pas rentrer dans les détails, c'est avec Ouais. certaines Ouais, bah administrations. là, tu vas. Voilà. Ou bien entendu, encore une fois, si vous voulez aller voir si vous êtes sur la liste des renseignements, par exemple. Est-ce que moi, c'est des Si cas vous où êtes- j'allais en venir. Est-ce que tout ce qui est confidentiel de défense, ce genre de truc, si je demande l'accès à Non. mon dossier, Non. non, ça passera pas. Tu peux pas savoir. Bon, bah Non. tant pis, c'est pas grave. hein. Dommage. En gros, J'irai le non. voir par moi-même, du coup, tant pis. C'est ça. Ok. Non, moi je voulais revenir aussi. Du coup, vous dites pas le droit de supprimer. Est-ce qu'il existe d'autres droits ou des moyens de dire bon, bah alors d'accord, vous gardez mes données, mais vous les utilisez pas, vous les revendez pas, vous. Typiquement, dans le cadre d'une demande de droit d'effacement et pas de suppression, parce que Lambert l'a exigé. Par exemple, si c'est suite à une demande de rejet justement du dossier, tout ce qu'on va pouvoir dire à la personne, c'est très bien, on prend acte que vous ne voulez pas que vos données soient en base active. Ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est passer les données à ce qu'on appelle dans des bases intermédiaires, c'est-à-dire avec des accès restreints, et où effectivement, là, tu n'as aucune communication qui va aller vers cette personne, pas de newsletter, pas d'informations sur la législation des C2E, etc. Parce que c'est ce qui est pratiqué aussi au sein de Sonergia pour les clients. Alors que ça pourrait l'intéresser, peut-être que son dossier a été rejeté à l'instant T, mais qu'en fonction des réformes, son dossier pourrait passer dans 2 mois, tu vois. Donc à partir du moment où il nous demande d'effacer, on arrête tous les traitements de données actifs sur ces données et on le ressortira en cas de contentieux, par exemple. D'accord. Ok. Ça peut être une solution. Donc là, le traitement de données est limité à un éventuel contentieux. Et du coup, est-ce que aussi, par exemple, je pensais, est-ce que j'ai le droit de demander de supprimer une partie de mes données, mais pas toutes mes données? Est-ce que j'ai le droit de choisir Oui. Ok. Oui, c'est possible. Par exemple, vous avez un dossier RH, par exemple. Vous pouvez demander à ce que vos données de badge soient supprimées. Par exemple, si vous avez un badge pour entrer, D'accord. au bout de 6 mois, elles sont censées être supprimées. Donc, vous pouvez demander à ce que ces données soient supprimées. En revanche, tout ce qui est donné, vos bulletins de paye, par exemple, ils sont obligés de les conserver pour une durée de 5 ans minimum. Donc, ça, par contre, ça ne pourra pas être supprimé. Votre contrat de travail, tout ça, parce qu'ils doivent se prémunir en cas de contentieux aussi. Donc, il y a un délai de prescription légale qui court et vos données seront purgées à ce moment-là. Après, tu as un autre droit dont on a beaucoup parlé, mais pareil, qui dans les faits est assez difficile à appliquer, c'est la portabilité avec ce vieux rêve, mais qui est venu avec le RGPD, c'est je peux décider de où vont mes données, et si un jour je suis pas content de telle plateforme musicale, je peux tout prendre et tout greffer sur une autre plateforme pour garder mon historique et garder mon environnement. Parce que la difficulté qui se pose notamment avec les réseaux sociaux, c'est j'ai tellement tout dessus que même si j'ai un concurrent qui est plus protecteur des données ou plus sympa, bah, y a un frein. Alors, c'est un frein à l'innovation aussi, parce que ça incite moins à créer de nouveaux sites. C'est un frein aux données personnelles, à ne pas pouvoir quitter un site peu respectueux des données personnelles. Un, par exemple, qui disait qu'il serait gratuit à vie et qu'il n'affiche plus sur sa page d'accueil, il me semble. Je ne le citerai pas. Et du coup, ce droit à la portabilité, moi j'en ai entendu parler quelques fois, j'ai eu quelques demandes, mais finalement, tous ces droits, on peut en parler, mais ils font l'objet de critères très précis, et toi en tant que DPO, et si tu connais le RGPD, tu es censé justement parfois freiner et dire, bah non, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas l'obligation de le faire, et cette demande de portabilité qui se fait beaucoup sur les numéros de téléphone, par exemple, c'est assez pratique la portabilité du numéro. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit parfait, je vais pouvoir le faire sur
sur les données personnelles, c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que moi j'invite plutôt déjà à se concentrer sur un droit d'accès. Qu'est-ce que l'entreprise ou la collectivité, hein, parce que ça ne veut pas dire que les collectivités sont conformes, qu'est-ce que l'entreprise ou la collectivité a sur moi, et déjà prendre conscience de ce qu'ils ont sur vous, et après vous verrez ce que vous faites. Est-ce que vous demandez à vous opposer, à limiter la portabilité ou éventuellement l'effacement? J'ai l'impression que le règlement en fait est mal connu dans la population et il a été mal diffusé. En tout cas, les gens ont peu conscience ou peu connaissance de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est parce qu'il est jeune et parce que tu parlais un peu de la publicité que tu trouvais que ça avait été mal faite autour du règlement? Toi aussi, Amandine, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Comment vous percevez le truc? Est-ce que c'est par manque de maturité finalement qu'il n'est pas connu? Non, Voilà. je pense qu'il y a eu beaucoup de raccourcis de faits. Moi, je me rappelle quand le RGPD est sorti, on avait l'impression qu'il n'y avait que le consentement qui était la base légale qu'il fallait absolument adopter, et que les autres, c'était du résiduel en fait. Alors que pas du tout. Et d'ailleurs, les gens, quand tu les contactes, même même quand c'est tes clients et que tu leur envoies une newsletter où ils se sont inscrits eux-mêmes des fois, ils te disent mais j'ai pas donné mon consentement, etc. Alors que finalement, c'est pas parce que c'est du commercial que faut le consentement. Donc voilà, donc il y a eu un problème de communication. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient. Est-ce que ça vient des médias ou est-ce que c'est les gens qui ont mal compris en lisant les textes? Ça, je saurais pas dire. Au début, je sais quand même qu'il y avait un gros problème en termes de com, justement sur cette base légale, parce qu'on voyait un peu ça dans les blogs, dans les articles, le consentement, et je lisais ça, je me disais mais mon Dieu, moi je me disais j'ai pas dû comprendre le RGPD parce que j'avais l'impression qu'on pouvait se baser sur autre chose que le consentement. Donc pendant quelques minutes, je me suis fait peur quand même, mais ça a été un gros problème, ce consentement. J'ai une anecdote sur ça. On a travaillé sur la même mission, une entreprise spécialiste du jouet qui avait sa maison mère au Japon, et les Japonais avaient leur compréhension du RGPD, mais qui allait encore plus loin que le RGPD, et il fallait demander le consentement à chaque fois qu'on envoyait un email dans le cadre business. Alors que oui, mais même s'il n'y avait pas de données perso ni rien, c'était marqué. Avec la maison mère, c'était la même boîte. Hein. Voilà, c'était la même. Et il fallait un consentement. Donc dans ton mail, tu vois, ça faisait un mail un peu costaud. Et en fait, il fallait se donner. Et donc tu vois, cette compréhension où tu dis, c'est bien, les gens mettent en place le RGPD, mais en fait, tu dis non, c'est contre-productif, parce que là, mais tu fais peur à peu près toutes les entreprises. S'il faut se demander des consentements à chaque fois qu'on s'envoie un mail business. Non, mais en plus, imagine, tu demandes le consentement, mais du coup, est-ce que tu envoies quand même ton mail à la suite, ou t'attends qu'ils te répondent oui, je veux bien que tu m'envoies mon mail pour te l'envoyer encore, quoi. Justement. Et moi, je pense que pour rebondir sur ce que disait Amandine, il y a eu beaucoup de termes. Ce qui a contribué à. Je pense que les gens le connaissent, ce qui a contribué à la rendre pas forcément hyper efficace, en tout cas dans le fait que les gens, beaucoup de personnes ne fassent pas usage de leurs droits, c'est qu'on est tellement désinhibé, je trouve, sur la facilité à remplir des formulaires et à mettre des données partout. Auparavant, tu remplissais un formulaire papier, tu allais le porter, tu avais la matérialisation papier, tu avais un timbre, tu avais plein de choses, tu voyais que tu mettais des données. Là, comme on donne tous des données en permanence, et j'en discute beaucoup, et c'est pour ça que je suis un peu le relou de service quand tu es le RGPD. Quand tu bosses dans le RGPD, tes potes te disent « Ah bah oui, c'est à cause de toi qu'on ne peut pas travailler », on le disait tout à l'heure. Et tu leur expliques « Bah non, il y a quand même des choses qui sont importantes. Là, tu vois, tes données médicales sur des sites de réservation, enfin de prise de rendez-vous de vaccins, que je ne citerai pas, c'est quand même hyper important, ça ne se pose pas de soucis. Ouais, mais c'est écrit qu'ils protègent nos données dessus, hein. Alors moi j'y crois. Oui, voilà. Et en fait, il y a plein de gens qui ne se posent pas vraiment la question, et pour eux, il y a tellement d'avantages à la facilité de donner des données personnelles, d'en produire, que le fait de les protéger, c'est vu comme une contrainte. Et finalement, moi, honnêtement, si t'es pas du métier, ça intéresse pas vraiment les gens. Comment dire, un petit retour d'expérience sur le RGPD. Je sais que je l'ai pris en main, genre peut-être au pire, soit l'année où il est sorti, enfin où il est vraiment entré en vigueur, donc 2018, ou genre un an après. Et je sais que la principale critique. Le vrai anniversaire du coup. Le vrai anniversaire du coup. Et la vraie critique pour moi, novice qui venait de sortir d'école et ou qui était même pas trop sorti d'école, qui n'y connaissait pas grand chose, c'est vraiment que pour moi c'était un texte qui était très lourd en fait.
Enfin, il y avait rien Ouais. de très facile à comprendre. Pour moi, ça avait été rédigé par des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose en informatique ou qui n'avaient pas fait l'effort de le rendre interprétable pour des gens qui étaient techniques. J'ai envie de te dire, parce que moi, je viens d'un background technique. Et du coup, enfin voilà, c'était incompréhensible, quoi. Mais je te rassure, même pour les juristes, c'était pas forcément évident. Bah pourtant, tu vois, moi c'était mon Ouais, avis. moi- Je me moi, disais, j'avais bah il pas a été Non, non, rédigé par des juristes c'est- et Ouais, mais c'était pas forcément évident. Et en fait, le problème, c'est qu'on savait pas trop où on allait. Parce que c'était quand même une nouvelle réglementation, mine de rien. Et qu'on était vraiment, on s'y prenait un petit peu à tâtons. Et même quand on discutait entre des PO, bah, chacun avait son interprétation. On n'avait pas encore les textes, les lignes directrices, les référentiels qui existent maintenant, même s'ils arrivent au compte-gouttes. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, moi j'utilise l'expression, on était sur un espèce de droit mou, contrairement à quelque chose d'une base solide où tu sais où tu vas avec de la jurisprudence, de la doctrine, etc. Et au début, ouais, on savait pas forcément, nous non plus, quelle réponse donner, parce que vous aviez 5 DPO dans la salle, vous pouviez avoir 5 interprétations différentes. Oui. Donc, ouais, donc voilà, c'est- et je pense que d'ailleurs, l'Europe a vu le problème, puisqu'il y a le CEPD qui est là pour justement trancher les désaccords sur l'interprétation des textes, avoir une interprétation commune. Mais Et donc parce le que CEPD justement, pour le nos texte, viewers, c'est quoi? il est très général et il peut avoir des interprétations différentes. Curieusement, juste, je sais pas si Florent, tu voulais intervenir. Curieusement, la CNIL irlandaise a des interprétations parfois qui sont un petit peu trop en faveur de mon goût, hein, de mon point de vue, peut avoir des interprétations qui sont un peu trop en faveur des entreprises, mais parce que derrière Il y a du business tu derrière, hein, disais, en clean irlandaise. t'as des interprétations entre les corps de métier, mais après entre les pays, forcément que après je peux pas en vouloir la CNIL irlandaise. Quand tu as tous les plus grands acteurs du numérique, Ça, elle est soulagée. ah voilà. Ouais. Je pense qu'elle se sent mieux. Non, parce là, que tu maintenant, vois, après, elle a c'est- entendu CNIL irlandaise et s'est dit punaise, je vais recevoir 36 000 plaintes parce que Exactement. Google, Facebook, Amazon, ils ont pas voulu donner ces données à Lambert. Non, mais Là. C'est quoi les plus grosses entreprises qui ont été. Quelle est la plus grosse amende qui a été donnée sans forcément donner le nom à la limite pourquoi pas? Moi j'ai les Google, ouais, j'ai 50 millions de Google, hein. Il y a Google, il y a British Airways aussi qui s'est fait taper dessus en Angleterre. Je sais plus combien c'était, mais c'était Alors assez important. Il y a plusieurs millions, hein, je sais plus. j'ai un super site qui s'appelle enforcementtracker.com où vous pouvez retrouver toutes les sanctions en Europe. Donc on a la CNIL à 50 millions, effectivement British Airways en 4, où on était à l'équivalent de 22 millions. Il y a le réseau de télécommunications TIM en Italie à 27 800 000 et on a H&M en Ah Allemagne. oui, ils avaient pris cher. Voilà, ils avaient pris 35 millions. Donc, tu as d'autres réseaux de télécommunications en Italie, tu as Wind, Vodafone. Donc, finalement, 50 millions, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ouais. Tu n'as pas une quantité. Alors, attention. Oui. Ouais, mais attention parce que tu as eu des plus petites sommes chez des petites Oui. PME, mais qui proportionnellement étaient beaucoup plus importantes pour eux, finalement, et où c'était beaucoup plus difficile de s'en sortir au final, mais elles se sont fait bien taper, quoi. Mais dans D'accord. l'immobilier, il y a Secours. il y a eu beaucoup de soucis et la CNIL a été obligée de publier un référentiel, alors que tu te dis c'était peut-être pas la priorité, mais quand tu vois les pièces, autres possibilités d'exercer vos droits, les pièces qui vous sont demandées pour louer un appartement, que ce soit dans des grandes villes ou des petites villes, faut à peu près donner tout son CV et toute sa vie pour C'est ça. avoir Tes peut-être ascendants, tes descendants. Non, mais c'est exactement ça, parce que moi je suis en train de réfléchir pour mon dossier d'appartement à Lyon. J'ai donné je sais pas combien de milliers de choses et ça m'a rendu fou de chez fou. Bah, c'est- voilà. Si Non, t'as mais pas tu besoin sais d'un que, garant, ouais. un garant du garant. Ah bah, non, mais c'est ce que j'allais dire. J'ai 2 garants. Encore une fois, j'ai donné 1 million. Ils ont tout mon contrat de travail à la virgule près. Ils ont toutes mes fiches de paye. Enfin, à un moment, ouais, c'est un peu too much, quoi. Exercer vos droits dans l'immobilier. Bah oui, je sais, c'était prévu. J'étais en train de rédiger le mail. Et quelle articulation, alors là peut-être un peu pointu, mais quelle articulation de ce règlement européen avec des lois extraterritoriales type le Cloud Act, le Patriot Act, ou peut-être alors je connais pas côté Asie s'il y a des équivalences là-dessus, mais sur des pays peut-être moins protecteurs des données personnelles, justement, qui n'ont pas forcément cette approche. Comment ça, est-ce qu'il y a une articulation juridique, à quel niveau, enfin comment? Alors là, on fait confiance à nos juristes de droit international. Bah,
Il n'y a pas vraiment de jurisprudence pour le moment, mais de toute façon, ça sera celui qui tapera du poing le plus fort. Parce que oui, en Europe, on a la législation la plus protectrice. Mais si une entreprise chinoise ou australienne ou que sais-je ne l'applique pas, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que citoyen, et que fera la France? Je pense que ce sont des intérêts qui, là, pour le coup, nous dépassent. Même si, quand tu fais tes études, tu te dis, je serai le soldat de la protection des données, j'irai moi-même dans les pays qui ne sont pas protecteurs, parler. Attends. C'est ce que tu t'es dit, toi, au moment de ton parcours, et on en revient tout à l'heure avec tout le côté éthique, tout ça. Exactement. S'il y a 10 ans, j'envoyais des demandes Non, mais, mais le pire, c'est que je le crois. pour en venir à ce que tu disais, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment de recul. Ce sont surtout des entreprises américaines et justement, jusqu'en 2021, on se disait le Cloud Act, pardon, c'est pas trop important. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'entreprises, enfin, pas trop important, mais est-ce que ça nous empêchait d'arrêter d'utiliser les services américains? Là, depuis que... On savait bien quand même qu'à un moment donné, ça allait péter. Hein. Oui, ouais, moi je suis assez d'accord avec Amandine pour le coup. On savait depuis un moment, c'est juste qu'on n'avait pas les moyens de lutter. On savait pas quand, on savait pas quand ça allait péter. Ni comment. Ouais, ni comment, j'allais dire, on savait pas comment lutter non plus. Est-ce que le RGPD avait pas une petite vocation à ça aussi au départ? Je sais pas. Ah bah non, parce qu'il arrivait avant. Ah, il arrivait. Non, le Patriot Act était beaucoup plus vieux que le RGPD. Ah non, je crois avec le Cloud Act. Le Cloud Act n'est qu'un amendement du Patriot Act. Ouais. C'est c'est une petite brique du Patriot, mais finalement tout part du Patriot pour moi. Non, mais je sais que ma question était peut-être un peu plus difficile. Non, mais je le connais pas par cœur. Là, on va voir maintenant s'il y a des réels changements et si justement certains services européens arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et tu le vois sur les données de santé où on allait confier ça tranquillement à Microsoft et que finalement... Et on continue de confier ça tranquillement à Microsoft pour un petit moment. Voilà. Et là, tu te dis, eh ben non, en fait, il y a quand même une conscience sur les données de santé, on veut la souveraineté et on veut que ça reste en Europe parce que on sait qu'aux États-Unis, potentiellement, ils peuvent aller consulter et demander à consulter. Mais là, ta question, tu vois, je t'invite à me la reposer peut-être dans un an, quand on fera les 4 ans, les 6 ans. Dans 2 ans. De l'IPIF, qui dit que la valeur perçue apportée, donc sûrement par une fonctionnalité, sera toujours supérieure à la peur du risque et de la sanction par une entreprise. Je suis pas forcément d'accord. Pour le coup, là, je pense que Lambert et Amandine ont raison, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus ce paradigme va changer. Parce qu'à force de voir des gens se prendre du 1% du chiffre d'affaires, et comme l'expliquait Amandine, qui sont parfois bien plus contraignants sur des petites PME que sur des grands groupes, se faire ramasser par le RGPD et par la CNIL, qui vont prendre des grosses sanctions, je suis pas sûr que le côté fonctionnalité continue à perdurer bien longtemps. Mais je suis pas dans le secteur plus que ça. Tout en sachant qu'en plus, il y aura des jurisprudences sur ces... sur ce type d'amende et qu'au bout d'un moment, les amendes ne pourront pas descendre et on pourra pas dire oui, bah vous, non. C'est pas grave quoi. Il y a un jour où il y aura une grosse sanction qui tombera même chez un petit, une petite PME. Mais ça tombe là déjà, c'est peut-être ça a peut-être moins de retentissement que Google, Facebook, etc. Mais il y a quand même pas mal de sanctions de PME, même des cabinets de médecins. Ouais, qui se sont pris des amendes ces derniers mois, donc et c'était assez étonnant d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on s'attend à ce que ce soit les gros qui tombent, et en fait il y a eu pas mal de PME qui se sont ramassé des amendes, et il y en a même une qui a, en termes d'image, c'était il y a 1 an, je crois que ça s'appelait FeedsUp, l'application, qui a eu un gros impact sur son image, qui a perdu ses clients alors qu'elle était en pleine expansion avec une levée de fonds importante et de plusieurs millions. Et comme elle avait eu je crois que c'était de la publicité ciblée ou quelque chose comme ça à l'époque, je sais plus exactement, mais elle a coulé la boîte. Hein. Juste avec et c'était une mise en demeure, c'était même pas une sanction. Ah oui, direct mise en demeure. Ouais, non, c'est une mise en demeure. Ouais, mais bon, en même temps, si t'es en levée de fonds, t'as peut-être des... Suite à une mise en demeure, t'as des investisseurs qui se barrent, je pense. Il y a une perte de confiance de la part de ses clients, des investisseurs, et il n'y a plus de travail, et le temps que la mise en demeure, qu'il y ait une clôture, etc., la boîte avait tout perdu. Ouais, elle avait plus les capacités de faire, en fait. Elle avait plus de confiance, la confiance non plus de business, quoi. C'est ça. Donc finalement, on a un règlement. Et donc ça peut être aussi un enjeu stratégique pour les entreprises, parce que vous avez des petites entreprises qui peuvent faire de l'ombre à des plus gros. Les plus gros qui se savent en conformité et qui ont de l'argent pour se mettre en conformité dénoncent leurs concurrents. Le concurrent se prend une amende ou une perte d'image.
et il n'y a plus de concurrents. Ouais, j'avais bien vu. C'est une super, je trouve que c'est un super mot de la fin. Ouais, j'avoue, démolissez vos concurrents. Démolissez vos futurs concurrents dès leur naissance avec le RGPD. J'avoue que je l'avais jamais vu comme ça, mais l'analyse Ça. est pas mal. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. On a juste c'était une sur dernière console. question du chat Vas-y. de Frick Antoine qui dit est-ce qu'il risque quelque chose lorsqu'il dev un site qui est volontairement dans l'illégalité? À lui, Moi, non. pour moi, non. Il a même pas le Ouais, risque mais de genre la remonter- il a même société pas besoin de d'édition. remonter l'alerte. La société d'édition en elle-même. Je parle de la société auquel il appartient, imaginons, tu vois. Là, je suis pas sûr, tu vois. Ah, tu veux dire dans une En fait, pour moi, Non, il va y avoir deux j'étends cas. sa question si tu veux. J'étends sa question en mode. Finalement, la question, elle est simple. C'est la responsabilité. Et on va revenir pour moi sur le devoir de conseil. S'il est dans une boîte de consultant, le devoir majeur, c'est le devoir de Exactement. conseil. S'il a informé son client qu'il y avait un risque et que son client il lui dit de continuer, si c'est tracé, il n'y a aucun risque pour la boîte. À mon sens, et ça, c'est une réponse de juriste que je fais et pas de sécurité. Et je D'accord. parle sous couvert d'un bandit, pour le coup, qui est bien plus capé que moi de niveau juridique. Mais Ouais. Mais oui, après, moi, si je connais pas bien le dossier, je vais pas me lancer dans une réponse catégorique, mais effectivement, je suis plutôt d'accord. Il y a un devoir de conseil. S'il a fait son boulot et qu'il a alerté sur la non-conformité, effectivement, lui, de son côté, s'il est ce qu'on marqué lui quelque dit, hein. part, le client me Ah oui, dit de par contre, il faut une continuer. trace écrite. Hein. Oui, voilà. Non, mais il faut une preuve. Il faut bien tracer cet échange où tu dis à ton client ça, je considère qu'au niveau RGPD, c'est 0. On n'est pas conforme et vous risquez une sanction. S'il dit de continuer, pour moi, c'est pour lui. Mais après, c'est juste le rapport consultant et devoir de conseil, en fait. Ça se passera comme ça. Et il y a une actualité de la CNIL qui, justement, énonçait qu'elle allait un peu plus s'intéresser en rapport entre le responsable du traitement, donc l'entreprise qui est responsable des données personnelles dont on parle, et tous les sous-traitants, et te dire, et à un moment, est-ce que s'il y a un PET, il n'y en a pas une qui va se retourner contre l'autre en disant, oui, mais vous auriez pu me prévenir que ce n'était pas conforme. Donc c'est là où c'est important de tout documenter, et effectivement... Oui, non, mais c'est pour ça que la réponse, elle peut pas vraiment être catégorique, parce que si on est dans le cadre d'un contrat de consulting et que tu as lancé t'as eu ton devoir de conseil et d'alerte, le job est rempli, après chacun a ses responsabilités. Mais effectivement, si toi, tu es sous-traitant, que tu développes une solution qui est pas conforme, Oui, tu vois, ça c'est différent. Mais pour moi, le cas est différent, du coup. Et tu Voilà, connais un peu, c'est différent. ouais, tout à fait. Là, si tu es sous-traitant et que tu développes un outil qui est pas conforme, à la rigueur, tu peux te prendre effectivement une amende. Ça Ouais, sera mais pas le développement. T'es sous-traitant, pour le coup. T'es plus dans le devoir de conseil. Non, pas du tout. Voilà. Mais tu as un devoir de conseil aussi en tant que Oui, sous-traitant. oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord aussi. Mais pour moi, on n'était pas sur les mêmes frontières, mais je suis tout à fait sur la réponse. Je pense Non, qu'on a fait sinon un on bon avait quand même tour. une question du chat là juste à finir parce qu'on avait annoncé Vas-y, qu'on vas-y. parlait de cache d'investigation et on n'a pas pris le temps de trop d'en parler. Juste qu'est-ce qu'on en retient? Alors pour avoir regardé rapidement l'émission, hein, ce qu'il faut en retenir c'est que en gros tout ce qui est dit dans cache d'investigation est plutôt vrai. Enfin c'est même pas plutôt vrai, c'est fondamentalement vrai. Faut juste peut-être mettre quelques nuances sur le sensationnalisme qu'il y a eu à vouloir démontrer que toutes vos données sont pistées, etc. Et que tout le monde a accès à vos données. C'est un peu le cas, mais pas trop le cas. Il y a quand même, je dirais, un point d'attention sur Doctissimo qui est quand même assez pointé du doigt. Sur le fait qu'ils partagent sans votre consentement des données à des partenaires commerciaux. Principalement quand vous utilisez des applications de type ma grossesse ou sûrement aussi du suivi de santé, du suivi psychologique. Ça resterait quand même à vérifier. Je pense que la CNIL déclenchera les contrôles comme elle va le faire sur tout ce qui est le dossier des pharmacies. Et que s'il y a besoin, de toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de 1, voilà, on est protégé par la CNIL quand même. On a une autorité de surveillance qui fait quand même son job enfin voilà, elle fait son job et elle sanctionne quand il y a à sanctionner. En tout cas, merci Amandine d'être venue. Merci à vous. Merci à tout le monde de votre participation, de cette présentation. Bah écoutez, merci à vous et peut-être à bientôt pour les 4 ans. À l'année prochaine. Au Pourquoi plaisir, pas. on va refaire l'année prochaine pour fêter ça. On voit comment ça a évolué. On peut faire un live comparatif. D'accord, ça va. Même. On Donc c'est verra bien. si Moi je Lambert aura note que plein de Jules a sagesse. espoir que la chaîne soit toujours en vie dans 4 ans. Dans un an J'ai plutôt. espoir. Hein. On sera les leaders mondiaux du créneau, mec. Et on sera même passé en anglais. Il Ah faut ouais, faire là, venir McFly et Carlito, je vous dis. Il y a D'accord. que Nous comme aussi ça. on fera des concours d'anecdotes. D'accord, très bien. Je note. Mais en tout cas, bonne fin de soirée à En tout tout le cas, on monde. espère et que vous avez bonsoir à passé votre une bonne soirée, Un bon moment. petit moment avec nous, que Exactement. vous reviendrez la semaine prochaine. chat. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. tout le monde. Bonne Allez, au revoir. soirée.
Bonne soirée. Salut. Bonne terrasse. Ouais, bonne terrasse.